À cette époque-là, on mélange tout le monde, avec 100, 150 personnes, hommes, femmes, enfants. Il y a des femmes qui accouchent au Mont-Saint-Michel parce qu'elles sont arrivées, elles étaient enceintes. Les autorités, localement, se retrouvent avec ce problème, puisqu'elles se retrouvent avec beaucoup de gens condamnés, mais très peu de lieux où les enfermer. En fait, il y a une deuxième prison à l'intérieur du Mont-Saint-Michel, qui est une prison politique. C'est la grande époque de Auguste Blanqui, Armand Barbès. Donc cette population des années 1840 de républicains, elle est très très revendicative, très très véhémente. C'est qu'à cette époque, c'est le concierge qui avance les provisions pour nourrir les prisonniers. Et il se trouve que j'avais des liens personnels avec la commune du Mont-Saint-Michel. C'est un lieu que je connais bien, que j'ai étudié par ailleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas étudier cette période carcérale qui n'avait pas été encore étudiée, disons, dans son ensemble. C'est-à-dire que plusieurs auteurs avaient étudié des parties. À un moment, on a eu des études sous la période révolutionnaire, on a eu des études sous la monarchie de Juillet. Mais jamais des auteurs avaient couvert toute la période de la Maison centrale de 1792 à 1864. Et comme j'avais repéré des fonds d'archives qui étaient homogènes, notamment aux archives nationales et aux archives départementales de la Manche, je me suis attelé au travail. Honnêtement, je pensais que ça allait être un travail assez facile, qui allait prendre quelques mois parce que le sujet était assez circonscrit en fait dans un lieu unique, le Mont-Saint-Michel, mais aussi sur une période assez courte. Puis souvent, quand on se lance dans des projets comme ça, en creusant, en dépouillant, on se rend compte que en fait, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Et en découvrant des nouvelles problématiques, ça m'a pris à peu près 5 ans à dépouiller, à exploiter et puis à livrer cette étude. Et effectivement, j'ai eu quelques prédécesseurs, je viens de vous le dire, et notamment sur la période de la monarchie de Juillet, il y a un ancien professeur de la fac de Caen, de l'université de Caen, qui s'appelait Roger Jouet, qui, dans les années 60-70, pour son mémoire de fin d'études, avait étudié donc, la période 1840, la période de la monarchie de Juillet. Et pour ça, il s'était attaché à dépouiller un fonds d'archives qui se trouve aux archives départementales de la Manche, qui est en fait un fonds d'archives un peu, un peu original, puisque les archives de la prison, elles ont disparu en 1944, dans les bombardements de Saint-Lô. Et ce fonds d'archives qui est encore présent, en fait, c'est les archives de la sous-préfecture d'Avranches. C'est-à-dire que le directeur de la prison correspondait avec le sous-préfet, et c'est comme ça qu'on a un peu un reflet des archives de la prison qui ont disparu. Et donc Roger Jouet avait étudié cette période-là grâce à ce fonds d'archives. Et moi j'ai complété en allant aux archives nationales, en allant à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui est le service d'archives qui conserve les documents des monuments nationaux et donc du Mont-Saint-Michel. En novembre 1789, la constituante, donc qui est l'assemblée qui est issue des États généraux, décide de nationaliser les biens du clergé, les biens de l'Église. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va saisir les abbayes, on va saisir leurs terres, l'idée étant de vendre tous ces biens pour renflouer les caisses de la monarchie. Une des grandes causes de la Révolution française, si on convoque les États généraux en mai 1789, c'est parce que la monarchie est en déficit. Et il faut trouver de l'argent, il faut trouver des capitaux pour renflouer, pour combler la dette de l'État. En février 1790, on va dissoudre les ordres religieux. Donc à partir de ce moment-là, en ce qui concerne le Mont-Saint-Michel, les moines sont expulsés. Ils s'en vont du Mont-Saint-Michel. Évidemment, il va y avoir une réaction du clergé et des autorités catholiques qui vont se sentir persécutés. Donc une hostilité vis-à-vis de la Révolution, une radicalisation des deux côtés. Et donc les autorités révolutionnaires vont voter un texte qui s'appelle la Constitution civile du clergé,
En gros, pour résumer, c'est un texte qui va, un contrat qui va régir les rapports entre les ecclésiastiques, les autorités religieuses et l'État. Et un certain nombre de prêtres vont refuser de jurer fidélité à cette constitution civile du clergé. C'est ce qu'on va appeler les prêtres réfractaires. Et en 1793, au printemps 1793, ces prêtres réfractaires, ils sont considérés comme suspects. Parce que dans le même temps, il y a une guerre qui a éclaté avec l'Autriche, avec l'empereur d'Autriche. Donc ces prêtres réfractaires, ils sont suspects d'être hostiles à la Révolution française. Et un peu partout, on va les emprisonner. Et comme il se trouve que dans la Manche, en Normandie, on a cette abbaye, mais c'est le cas dans d'autres régions françaises, à Clairvaux, à Fontevraud, on a cette abbaye qui est libre, puisque depuis presque 3 ans, depuis 1790, il n'y a plus de moines, il n'y a plus personne qui occupe ces vastes locaux, ce grand édifice. On décide d'y enfermer les prêtres. Alors c'est une mesure pragmatique, hein, c'est provisoire au début. Disons qu'on n'a pas où les mettre ailleurs, et on se dit que ça va être pratique de les enfermer dans cette abbaye qui est fortifiée, on va pouvoir les garder assez facilement. Et donc au printemps 1793, les premiers prêtres réfractaires arrivent, et très vite on va avoir 300 prêtres, 300 ecclésiastiques qui vont être enfermés de 1793 à 1795. Et ça c'est l'acte de naissance, de manière très pragmatique, hein, c'est les circonstances révolutionnaires qui font que naît cette prison, que l'abbaye, que le lieu de culte se transforme en lieu d'enfermement, en lieu de peine. Au printemps 1795, effectivement, on va libérer les prêtres du Mont-Saint-Michel. Mais cette décision, elle n'est pas liée à un contexte local, elle est liée à un contexte national. Puisqu'un an auparavant, au juillet 1794, il y a ce qu'on appelle la réaction thermidorienne. C'est-à-dire que Robespierre, qui était l'animateur de la terreur, hein, le leader du comité de salut public, est renversé par une fraction de révolutionnaires qui est plus modérée. Puisque en fait on est fatigué, l'opinion est fatiguée des massacres, de la guillotine et de la guerre civile qui anime, qui marque le pays à ce moment-là. Et donc au printemps qui suit, finalement ces prêtres, on les libère, disons qu'on a un assouplissement de la politique révolutionnaire. À la place, on va y enfermer 3 conventionnels, 3 députés. Il y a eu des événements révolutionnaires à Paris, il y a eu des insurrections, et ces 3 députés conventionnels sont incarcérés au Mont-Saint-Michel. Mais c'est très intéressant parce que ça a donné lieu à un rapport d'inspection, parce qu'on se préoccupe, on n'est pas sûr que la situation politique ne reparte pas dans l'autre sens, donc on se préoccupe quand même de leurs conditions d'incarcération. Et donc les autorités locales viennent au Mont-Saint-Michel faire un rapport d'inspection pour s'assurer que ces députés, ces conventionnels, finalement, leur emprisonnement ne soit pas si difficile, si dur que ça. Et ça, c'est un document très important parce qu'il nous donne un état des lieux de l'état du bâtiment, de l'état de l'abbaye, on est en 95, donc ça fait quand même 5 ans qu'elle n'a pas d'occupants, hormis les 300 prêtres qui étaient là depuis 1793, mais qu'il n'y a personne en fait qui s'assure de l'entretien courant des bâtiments. Et on se rend compte que l'édifice, déjà, commence à être beaucoup délabré, et ça va être quelque chose qui va marquer le 19e siècle. Ça va être une période qui va être très difficile pour la conservation du bâtiment. La période révolutionnaire, en termes juridiques, c'est une révolution aussi. C'est-à-dire qu'on va tout réinventer. Et notamment en termes de justice, la peine de prison, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une invention de la Révolution. C'est quelque chose qui a inventé dans les années 1790. Cette invention de la peine de prison sous la Révolution française, les autorités, localement, se retrouvent avec un problème, puisqu'elles se retrouvent avec beaucoup de gens condamnés, mais très peu de lieux où les enfermer. Et c'est comme ça que la prison du Mont-Saint-Michel, en fait, va naître. On y a d'abord mis de manière pragmatique des prêtres réfractaires, et en 1796, on décide que, comme on a des personnes condamnées à des peines de prison, il faut pouvoir les enfermer quelque part. On décide que cette abbaye, qui a servi à emprisonner des prêtres, 2 ans, 3 ans, finalement, on va pouvoir y mettre des droits communs, donc des personnes vraiment condamnées par les tribunaux. Donc ça, c'est la première catégorie de prisonniers, des gens qui ont été condamnés par les tribunaux.
C'est très important à retenir. Mais dans le même temps, on en fait aussi une maison d'arrêt. Ça veut dire qu'on va y mettre des gens qui n'ont pas été jugés encore, qui ont été arrêtés, mais qui n'ont pas été jugés, ce qu'on appelle des prévenus, qui sont en attente de jugement. Et en 1796, il se passe aussi pas mal de choses, puisque dans l'ouest de la France, on a un mouvement de contestation qui est né, qui s'appelle la chouannerie. Donc là, on va aussi enfermer des chouans. Mais là, on est en dehors de toute procédure, c'est-à-dire que c'est plutôt des opposants politiques. On va mettre à l'écart de la société parce qu'ils font le coup de feu contre les autorités révolutionnaires, contre les Bleus, c'est-à-dire les soldats républicains. Et comme la politique se durcit, on va y renfermer de nouveau des prêtres réfractaires. Donc on a 4 catégories, pour résumer, de prisonniers à cette époque. On a des droits communs, donc des gens condamnés par les tribunaux, des gens qui attendent leur jugement, des chouans et des prêtres réfractaires. Donc ça, c'est pour la typologie des détenus et la grande typologie. Alors ce qui est aussi remarquable à cette période, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Alors nous, en tant que contemporains, ça peut nous frapper, puisque à l'heure actuelle, on a des prisons pour hommes, on a des prisons pour femmes, et des prisons pour des lieux d'enfermement pour les mineurs, délinquants. À cette époque-là, on mélange tout le monde. Donc vous allez vous retrouver à partir de 1796, 1797 au Mont-Saint-Michel, avec 100, 150 personnes, hommes, femmes, enfants. Il y a des femmes qui accouchent au Mont-Saint-Michel, parce qu'elles sont arrivées, elles étaient enceintes, qui sont mélangées. Alors au passage, il faut noter aussi que le taux d'encadrement est très faible. Pour 150 ou 200 personnes, vous avez un concierge et 2 gardiens. On voit un peu la difficulté pour ces gardiens de maintenir la discipline, d'empêcher les évasions. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on garde la trace dans les archives de cette première population carcérale à travers les registres paroissiaux, les registres d'état civil, puisque évidemment on meurt aussi à la prison, et ça donne lieu à des actes. Et dans mon étude, j'ai dépouillé ces registres pour essayer de saisir un peu la sociologie de ces personnes. Et notamment, les actes nous permettent de voir d'où viennent ces détenus. Et à cette époque, ils viennent majoritairement de la Manche. Donc ce sont des gens qui sont arrêtés localement. Et en fait, on ne sait pas où les enfermer. Il n'y a pas de place dans les prisons de Cherbourg, de Saint-Lô, d'Avranches, voire du département voisin d'Ille-et-Vilaine. On arrive en 1811 et en fait cette mesure provisoire, elle dure depuis plus d'une dizaine d'années. Et là Napoléon, il officialise les choses. Il dit finalement c'est pas une prison provisoire, c'est une vraie prison et j'en fais une maison centrale. Normalement une maison centrale doit accueillir une manufacture carcérale. Parce que c'est condamné à des peines longues, on ne conçoit pas dans la mentalité de l'époque qu'ils restent oisifs. Ils sont censés travailler. Donc il faut les faire travailler, il faut qu'ils produisent des biens. L'idée aussi derrière, c'est que la prison ne doit pas coûter d'argent. Donc en les faisant travailler, on produit des choses qu'on vend, et donc on génère des revenus qui permettent de faire fonctionner la prison. Mais dans le même temps, en fait, il y a une deuxième prison à l'intérieur du Mont-Saint-Michel, qui est une prison politique. Alors là, les effectifs sont beaucoup plus réduits. Les prisonniers politiques, ils seront 70-80 à la grande époque, mais contre 600 ou 700 détenus de droit commun pour la maison centrale. Et en fait, ces prisonniers politiques, souvent, ils sont détenus en dehors de toute procédure judiciaire. Ce sont des opposants qu'on met à l'écart. Donc on voit que, en fait, en 1811, Napoléon il lui donne un statut juridique, mais on reste quand même dans une prison un peu entre deux, qui a encore des caractéristiques d'Ancien Régime, puisqu'on y enferme des gens qui n'ont pas été condamnés par les tribunaux, donc qui sont en dehors d'un statut juridique véritable. Et puis Napoléon prend cette décision, mais finalement, il n'y met pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas de budget qui est attribué à la prison, il avait prévu des travaux qui ne sont pas faits, on n'embauche pas des gardiens, on fonctionne encore avec un concierge, ce qui est l'équivalent d'un directeur, mais 2 ou 3 gardiens pour garder ces 200 droits communs qui sont enfermés là. D'ailleurs, fait intéressant, c'est qu'à cette époque, c'est le concierge qui avance les provisions pour nourrir les prisonniers. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce serait quand même assez formidable que ce soit le directeur d'une prison qui avance sur ses propres deniers de l'argent pour nourrir les prisonniers. Et les choses vont changer en 1817. Donc après la Restauration, après la chute de l'Empire et l'arrivée au pouvoir de Louis XVIII, le frère de Louis XVI,
En 1817, la Restauration prend de nouvelles mesures et réorganise les prisons. Et là, on va avoir un grand changement dans la maison centrale. D'abord parce qu'on va nommer un directeur, un vrai directeur. On va lui adjoindre une administration, des comptables, des commis aux écritures, du personnel médical, un médecin, un pharmacien, un chirurgien. Et surtout, on va embaucher des gardiens. On va atteindre un effectif de 25 gardiens, avec des uniformes, des armes. On va donner un règlement. Enfin, on organise vraiment les choses pour que ça devienne une prison un peu plus moderne. Et surtout, c'est à ce moment qu'on va avoir explosé la population carcérale. Donc de 200 prisonniers sous la Révolution, sous l'Empire, là on va passer à 600, 700 détenus qui vont être enfermés en même temps au Mont-Saint-Michel. Et parallèlement donc, à cette maison centrale qui va accueillir 700 prisonniers, on va y mettre aussi, suivant tous les régimes, vont y enfermer des opposants politiques. Alors sous la Restauration, ce sont des républicains, essentiellement. On en a 3 célèbres sous la Restauration. Le premier, c'est le fils de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf, c'est un révolutionnaire qui est considéré comme le précurseur du communisme, qui a fait parler de lui sous le Directoire. Et son fils donc, a continué ses idées. Deuxième personnalité, on a le Carpentier, Jean-Baptiste Le Carpentier, qui était un conventionnel, un député de la Convention, qui avait été exilé et qui était originaire de la Manche, et qui revient, malgré son exil, il revient sur le territoire national, il revient en Normandie, donc il est arrêté, il est enfermé au Mont-Saint-Michel, il va d'ailleurs y mourir. Et le troisième prisonnier qui, à cette époque, est célèbre, c'est un faux dauphin qui s'appelle Bruno. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour le fils de Louis XVI. Il y en a eu plusieurs, et donc il a été enfermé comme usurpateur, comme escroc, comme au Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est pour la Restauration. Sous la monarchie de Juillet, donc en 1830, il y a une révolution à Paris. On hésite un moment à instaurer une république, et puis finalement c'est une nouvelle monarchie qui est mise en place, une monarchie plus libérale. Et ce régime va enfermer au Mont-Saint-Michel 2 types d'opposants, des légitimistes, c'est-à-dire des partisans de la monarchie qui a été renversée en juillet 1830, et des républicains. Donc ça, ça va être le plus gros effectif de prisonniers politiques. Alors, dans les années 1840, vont seulement rester les républicains. Ils vont être une trentaine. Et c'est la grande époque, c'est ce qui est le plus connu de la prison politique. C'est la grande époque de Auguste Blanqui, Armand Barbès, Martin Bernard. Voilà, donc cette population des années 1840 de républicains, elle est très revendicative, très véhémente. On va leur imposer le régime cellulaire, c'est-à-dire qu'on va leur imposer d'être enfermés dans des cellules individuelles. Ils vont en faire leur cheval de bataille. Ils vont s'arranger pour que leur revendication de ne pas être isolés de leurs camarades soit diffusée dans la presse. Il va y avoir des campagnes de presse. Et finalement, comme on en a un peu marre, comme on est fatigué de cette population véhémente, en 1844, on évacue les prisonniers politiques. Et puis dans les années 1850, la prison politique va s'éteindre petit à petit, puisque le Second Empire il dispose d'autres lieux pour enfermer les politiques. Et notamment, à cette époque, il a les bagnes en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Donc c'est beaucoup plus pratique en fait, de les envoyer là-bas. En fait, ça crée beaucoup moins d'agitation dans la prison elle-même. Alors effectivement, en octobre 1963, Napoléon III décide de fermer, il prend un décret impérial qui ferme la prison de Mont-Saint-Michel. Alors, l'historiographie, depuis longtemps, a attribué cette fermeture au lobbying qu'aurait exercé Victor Hugo. Effectivement, Victor Hugo est venu visiter la prison dans les années 1830, et puis ensuite il est rentré en politique, et il a beaucoup critiqué l'installation de la prison, enfin il a beaucoup critiqué les prisons en général, et surtout la prison du Mont-Saint-Michel, ce qu'il appelait un crapaud dans un reliquaire. Donc pour lui, c'était mettre, le crapaud étant la prison, le reliquaire étant l'édifice, c'était mettre une abomination, une prison, dans une merveille architecturale de l'Occident médiéval. Victor Hugo, il représente un courant d'opinion, d'érudits, d'intellectuels, de gens de la culture,
qui, dans les années 1850, milite pour que l'on ferme la prison du Mont-Saint-Michel et pour qu'on restaure l'abbaye, le monument. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le facteur déterminant de la prison. Il y a contribué, la fermeture de la prison, il y a contribué, mais je pense que c'est un faisceau de facteurs concomitants. D'abord un facteur topographique, géographique, un facteur économique et des facteurs politiques. Tout d'abord, un facteur géographique. Il faut savoir que dans ces années 1850, il y a deux fleuves côtiers qui entourent le Mont-Saint-Michel, et il y en a un qui s'appelle la Sélune, et après une tempête, il a creusé son lit au pied du Mont-Saint-Michel. Donc les accès au village, ils sont très compliqués. Mais bon, ça devient très compliqué d'amener des vivres, d'amener des prisonniers. Deuxième facteur, il est économique, puisque dans les années 1850, au début du Second Empire, on abandonne le système de l'entreprise générale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une prison à cette époque, on ne conçoit pas que les prisonniers restent inactifs. Donc on installe dans la prison une entreprise, une manufacture, donc c'est un prestataire privé, qui est chargé de faire travailler les prisonniers. Et dans ces années 1950, on ne trouve plus de prestataires. Au début, on lance une adjudication, mais il n'y a pas de candidat qui répond. Donc, on vient au système de la régie, c'est-à-dire que la prison est gérée, c'est le directeur qui va gérer l'entreprise carcérale. Et on se rend compte que les revenus de la manufacture, ils chutent en régie. Donc les directeurs sont peut-être très bons pour gérer une prison, la discipline, mais en tant que chef d'entreprise, force est de constater que les revenus s'effondrent. Donc on a une prison qui est plus difficile d'accès, qui génère moins de revenus, qui économiquement est moins rentable, qui coûte plus d'argent aussi à l'État. Et enfin, on a des facteurs politiques. La prison politique a fermé dans ces années 1850, puisqu'on dispose de bagnes en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Donc pour le pouvoir, elle n'est plus forcément très utile, puisqu'on a d'autres lieux où reléguer ses opposants. En plus de ça, le Second Empire, il est à ce moment engagé dans cette année 1863, dans ce qu'on appelait la phase libérale du Second Empire. C'est-à-dire que Napoléon III, il est en recherche de nouvelles bases, il veut élargir sa base. Et donc les conservateurs étant en train de lui tourner un petit peu le dos, il se tourne vers l'opposition libérale. Et donc il assouplit le régime. Alors pour lui, c'est fermer cette prison qui pendant longtemps était un symbole de l'oppression politique. On y enfermait des républicains célèbres, Barbès, Blanqui. C'est quelque sorte donner des gages à cette opposition libérale. Et comme dans cette opposition libérale, on trouve aussi des hommes comme Victor Hugo, comme des gens de l'élite culturelle qui en plus trouvent que c'est une abomination d'avoir installé une prison dans une merveille de l'Occident médiéval, disons que pour lui c'est tout bénéfice, et qu'il n'a pas grand-chose à y perdre. Donc finalement, en octobre 63, c'est un bon coup politique. On décide de fermer la prison, qui était difficile d'accès, qui générait plus de revenus, et en plus qui faisait l'objet d'un fort lobbying de la part d'opposants politiques et d'élites culturelles.